Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Histoire de jeu. À chaque épisode, je vous raconte l'histoire d'un jeu de société, des premières idées de son créateur, jusqu'à son arrivée sur votre table de jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui avait tout pour faire un flop, mais qui a rencontré un succès auquel personne ne s'attendait. Ce projet a été mené par le capitaine Roberto Fraga et le lieutenant Johan Lemonnier. Il a été illustré par Sabrina Tobal et Erwin, et édité par les Français de chez Matago. Aujourd'hui, je vous parle de Captain Sonar. Captain Sonar est un jeu de combat de sous-marins. Cela peut faire penser à la bataille navale, à la différence près qu'il ne se joue pas à 2, mais en 2 équipes de 4 joueurs. Une autre différence majeure est qu'il ne se joue pas au tour par tour, mais en temps réel. Chaque équipe dispose d'une carte marine et y déplace son sous-marin tout en traquant le sous-marin adverse. Dans chaque équipe, chacun des 4 joueurs se voit attribuer l'un des 4 rôles disponibles, lui donnant ainsi une manière de jouer et des intentions très différentes de celles de ses coéquipiers. Le capitaine donne les directions à voix haute pour déplacer son sous-marin. Le mécanicien, quant à lui, active et répare les équipements à chaque déplacement. Le second s'occupe de charger en énergie les équipements du sous-marin, torpilles, radars et autres mines explosives. Quant au détecteur, c'est le rôle le plus sournois de l'équipe. Il écoute les mouvements annoncés par le capitaine adverse et les reporte avec un feutre effaçable sur une feuille de plastique transparent. Il la superpose à une carte des îles afin de déduire la position du sous-marin adverse. Il va donc falloir trouver le sous-marin ennemi sans se faire repérer afin de remporter la bataille. Une équipe gagne quand l'autre sous-marin a subi 4 points de dégâts, qu'on appellera avarie par la suite. Le projet de Captain Sonar a été lancé par Roberto Fraga en 2013. Il a travaillé la majeure partie de sa vie sur des bateaux et se consacre désormais à la création de jeux. Il est connu pour utiliser du matériel atypique, allant des œufs de poule en caoutchouc aux minuteurs de bombes, en passant par les pistolets à fléchettes. Il a toujours voulu faire un jeu de combat de sous-marins. En effet, il est fan de science-fiction, et un sous-marin est un peu comme un vaisseau spatial, avec un environnement clos et peu d'espace pour ses occupants. Au départ, il souhaitait faire un jeu de combat de U-Boot pour Unterseeboot, des sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs le premier nom que va porter le jeu. Dans les premiers prototypes, il y avait seulement 2 rôles, le capitaine et le détecteur. Ils ont directement fonctionné comme aujourd'hui. Le capitaine indique les caps à suivre, et le détecteur utilise un transparent pour localiser le sous-marin adverse. On pourrait croire que c'est une idée qui a été inventée pour le jeu, mais c'est en fait inspiré de la réalité. Sur les porte-avions dans les années 1980, il y avait de vieux radars à balayage, avec un faisceau qui tourne. Au centre, un point représente le porte-avions, et autour, d'autres représentent les autres navires. Il était possible de calculer la trajectoire de ces autres bateaux les uns par rapport aux autres, en mettant un papier calque sur le radar et en dessinant leur position au crayon. C'est une des plus grosses idées qui a permis de développer le jeu. Il a ensuite fallu créer des cartes avec des îles pour pouvoir tester le jeu. Ce n'était pas la partie la plus difficile, et les premiers essais fonctionnent, même avec seulement 2 rôles. Le but avec U-Boot était d'aller au-delà d'un jeu de stratégie classique. Il fallait que les joueurs aient l'impression d'être dans un vrai combat de sous-marins, que chaque partie vous plonge, c'est le cas de le dire, au cœur d'un combat intense. Roberto a ensuite rencontré Johan Lemonnier lors d'un festival de jeux à Brest en 2014. Il lui parle de son projet de jeu de combat de sous-marins, et il se trouve que lui aussi travaillait sur un jeu en temps réel. Dans son jeu, on envoyait un commando dans un bâtiment pour localiser des terroristes en suivant les instructions de son officier. Ils ont alors commencé à travailler ensemble sur U-Boot. De leur collaboration a très vite germé l'idée que le jeu devait mettre en avant la communication et la cohésion au sein de l'équipage, comme dans un vrai sous-marin. Il était donc logique d'ajouter de nouveaux rôles et de créer des liens entre eux. Il leur faudra 2 ans de travail supplémentaire pour y parvenir. Au départ, il n'y avait pas de second, pas de mécanicien et pas de sous-système à actionner. Le seul équipement à la disposition du capitaine était un stock de 12 torpilles. Il possédait également une main de 15 cartes à gérer pour les armes et les systèmes de détection. Lorsque sa main était vide, il ne pouvait plus les récupérer. Plus la partie avançait, et moins le capitaine avait d'actions à sa disposition. Ce fonctionnement était classique, et peu satisfaisant à cause du manque de liberté que cela engendrait. En se basant sur le film allemand U-Boot, qui parle de sous-marin allemand, il décide d'ajouter un système d'usure dans le sous-marin en ajoutant le rôle de mécanicien.
L'idée est que plus on se déplace et plus on active de déplacement, plus on va créer de pannes. Au départ, pour modéliser celle-ci, le mécanicien piochait des cartes selon les directions prises par le capitaine. Sur celle-ci, il y avait des pannes pour les différents systèmes, propulsion, navigation, détection, avec une couleur par système. Il piochait donc une carte par ordre du capitaine, qui peut annoncer une dizaine de déplacements chaque minute. Le mécanicien se retrouvait alors avec énormément de cartes devant lui. Pour s'en débarrasser, il devait lancer des dés en espérant obtenir la bonne face. Par exemple, une face rouge lui permettait de défausser une carte rouge. Les dés possédaient également une face noire, qui causait un suraccident. Ce phénomène existe et est très important dans la marine. Parfois, en voulant réparer un système dans la précipitation, on peut causer un suraccident qui peut mener à la catastrophe. Le dé était alors mis de côté et le mécanicien ne pouvait plus l'utiliser. C'était alors plus difficile de réparer les systèmes. Afin de pouvoir réutiliser le dé, il fallait piocher une carte panne supplémentaire. C'est dans cette configuration que le jeu a été présenté au Festival international des jeux de Cannes de 2014, le plus grand salon français dédié aux jeux de société. Aussitôt, le jeu fait forte impression. Les sensations étaient là, l'ambiance autour de la table aussi. Et pourtant, les auteurs n'étaient pas pleinement satisfaits. Le poste de capitaine est un poste sensible. Diriger le navire, gérer les équipements et communiquer avec son équipe semblait trop pour un seul joueur. C'est alors que le poste de second est apparu. Il allait prendre en charge la gestion des torpilles et autres radars de position. Au fil des parties de test, les auteurs se sont tout simplement dit qu'ils pouvaient implémenter un système de chargement des équipements. Désormais, à chaque déplacement du sous-marin, le second attribue une dose d'énergie dans l'une des jauges de chargement des différents équipements. Lorsqu'une jauge est entièrement chargée, il le signale à son capitaine qui peut alors l'activer. De la communication est donc instaurée entre le second et le capitaine, et le rôle consiste simplement à remplir des jauges, ce qui est très accessible et permet même aux plus jeunes et aux nouveaux joueurs de s'immerger en douceur dans leur première partie. Il reste alors encore plusieurs problèmes à régler. Tout d'abord, le trop grand nombre de cartes. Le mécanicien ne peut pas en manipuler autant. Il va se retrouver submergé et ne pourra pas suivre le rythme de la partie. Cela est accentué par le fait que le sous-marin peut être dans 3 positions différentes: en plongée, en surface ou posé sur le fond de l'océan. Cette dernière option n'est plus accessible dans le jeu final. Tout comme dans le film U-Boat, les sous-marins pouvaient se poser au fond de l'océan quand ils pensaient avoir été repérés. Ils coupaient alors tout leur système afin de ne plus faire aucun bruit. Pour revenir aux cartes, dans cette version du jeu, le mécanicien piochait plus de cartes pannes en fonction de la profondeur à laquelle le sous-marin se trouvait. Cela faisait vraiment énormément de cartes, donc beaucoup de matériel, et qui dit beaucoup de matériel dit 2 choses. Le jeu coûtera cher à produire, il sera donc de fait moins attractif, et il sera également plus contraignant à éditer et à illustrer. Avoir autant de dés et de cartes n'était donc pas une bonne solution. Roberto et Johan ont donc voulu essayer d'uniformiser le matériel, afin que le mécanicien utilise comme les autres rôles, une feuille et un feutre effaçable. Il restait à trouver le bon moyen d'adapter le poste de mécanicien et la gestion des pannes à ce nouveau matériel. Ce fut très compliqué de trouver la bonne solution pour le mécanicien. Il aura fallu 2 ans de travail et plus de 15 versions essayées pour toucher au but. Pour utiliser une feuille et un feutre effaçable, il a d'abord été question de cocher des cases selon le cap emprunté. Lorsque 6 cases d'une même direction étaient cochées, le sous-marin subissait une avarie. Le seul moyen de se débarrasser de ces croix était de faire surface et ainsi prendre le risque de se faire repérer. Dans cette version, le mécanicien cochait des cases dans son coin et pouvait demander au capitaine d'éviter telle ou telle direction. Il n'y avait pas de réelle interaction entre ces 2 rôles. Au fil de la partie, les déplacements du sous-marin se trouvaient limités, et certaines directions devenaient impossibles à prendre. C'est alors que les auteurs ont songé à un système d'auto-réparation. L'idée était de relier les cases des différents secteurs sous la forme de circuits. Lorsqu'un circuit est complètement rempli, il se répare automatiquement. Ainsi, le mécanicien peut demander à son capitaine de suivre des caps précis pour pouvoir entretenir son sous-marin. D'interdiction en recommandation, l'écoute et la communication entre les joueurs sont au centre du jeu. Les différents postes sont là, il reste alors à le peaufiner et à trouver un éditeur. Pour faire survivre leur sous-marin,
les manœuvres de réparation des pannes étaient indispensables. Pour cela, le mécanicien devait encourager certains itinéraires, comme nous l'avons vu précédemment. Les joueurs peuvent également passer par la remontée à la surface de leur navire. Mais il fallait trouver un système pour faire perdre du temps à l'équipe qui remontait, car dans la réalité, la manœuvre prend du temps. À l'époque où le mécanicien utilisait encore des cartes, il devait construire un château avec celle-ci avant de pouvoir replonger. Amusant certes, mais pas forcément facile, voire même carrément punitif pour les plus maladroits des joueurs. L'idée fut abandonnée au profit d'un système plus simple, en adéquation avec le nouveau matériel et qui allait mettre à contribution l'ensemble de l'équipe. Une fois à la surface, afin de pouvoir replonger après l'avoir réparé, chaque membre de l'équipage devra faire un tracé autour d'une zone du sous-marin sur la feuille du mécanicien. Mieux vaut se dépêcher, car pendant ce temps, l'équipe adverse continue d'avancer. Mais attention, si leur tracé dépasse de la zone, ils doivent tout effacer et recommencer. Cela génère encore plus de tension. Les auteurs se sont aussi dit qu'en sortant du thème historique, ils pourraient s'octroyer plus de souplesse dans l'invention de nouveaux systèmes de jeu. C'est pourquoi ils sont passés des sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale à des sous-marins futuristes. Le projet U-Boat est renommé Polaris et se déroule désormais en 2050. Ils peuvent alors laisser libre cours à leur imagination en inventant de nouveaux équipements, tels que des drones ou même un système de déplacement silencieux, qui permet de se déplacer sans donner d'informations à l'équipe adverse, un système directement inspiré du film à la poursuite d'Octobre Rouge. La dernière grosse étape pour le jeu fut de trouver un éditeur. Successivement, Asmodée et Yellow auront le jeu entre leurs mains, mais ne voulaient pas prendre le risque d'éditer un jeu aussi peu conventionnel. En effet, un jeu d'affrontement en simultané, pensé pour être joué à 8 joueurs, ce n'était pas facile à proposer à des clients. À l'époque, le minimaliste Hanabi, jeu coopératif de poche pour 2 à 5 joueurs, vient de remporter le Spiel des Jahres, le prix le plus prestigieux du monde du jeu, indicateur mondial de la tendance en matière de jeu. Sans mauvais jeu de mots, Polaris est alors à contre-courant de la production actuelle. C'est en 2014 à Paris, alors que Roberto va présenter des idées de jeu au studio Volumic, qu'on lui demande d'amener le prototype de Polaris pour l'essayer, par curiosité. Le game designer Farid Ben Salem travaille dans ce studio et provoque un rendez-vous avec Hicham, président de Matago à l'époque, et sans que Roberto ne s'imagine qu'il puisse être intéressé. Il joue, et à la fin de la partie, Hicham lui annonce qu'il souhaite éditer Polaris. Le jeu sortira 2 ans plus tard, après avoir retravaillé l'ergonomie et les illustrations du jeu, et après avoir trouvé son nom définitif, Captain Sonar. Véritable ovni, le jeu sera commercialisé à petite échelle, pensant qu'il rencontrerait un succès d'estime. Le succès fut bien au-delà des espérances de l'éditeur. Rapidement en rupture de stock, le jeu enchaînera les réimpressions et ira conquérir un public de joueurs toujours plus grand, tandis que 2 extensions verront le jour. Captain Sonar est actuellement classé 5e meilleur jeu d'ambiance de tous les temps sur le site de référence mondial Board Game Geek. Le parcours de U-Boat devenu Captain Sonar est le révélateur que même le plus audacieux des jeux peut devenir un succès populaire. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro d'Histoire de jeu. Je tiens à remercier Roberto Fraga et Johan Lemonnier pour le temps qu'ils m'ont accordé, ainsi que Simon pour son aide sur l'écriture. Je tiens également à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier numéro, ça m'encourage énormément pour la suite. Et je vous invite à partager l'émission à vos amis si elle vous a plu, et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour parler d'un jeu à l'ambiance festive.